Dessau, petite ville industrielle du centre de l'Allemagne, était déjà la deuxième étape du Bauhaus d'État de Weimar, fondé par Walter Gropius en 1919, qui devint célèbre bien au-delà des frontières allemandes. Le Bauhaus a marqué une époque, celle de la modernité. Il n'a pas seulement contribué à créer une nouvelle architecture, à élaborer un nouveau langage des formes et l'art de révolutionner. Le Bauhaus a marqué de son empreinte la civilisation dans la société industrielle du XXe siècle. À l'époque, nous croyions que nous allions changer le monde. Il faut dire que dans notre intellectualisme, notre esthétisme et notre formalisme, nous vivions bien loin de ce qui se passait dans l'univers, de ce qui s'uniformisait et avait mis le cap sur la prochaine guerre. Je dirais aujourd'hui que nous étions une sorte d'extériorité lyrique. C'est l'art qui nous intéressait. Et c'était bien assez révolutionnaire comme ça. C'est que c'était tout nouveau. Ce que nous avions fait auparavant ne valait plus rien. Il fallait que tout soit nouveau. Et c'était passionnant. Nous n'avions pas le temps de nous occuper de politique. En fait, le Bauhaus se situait quelque part entre une école et un ordre. Car c'est bien de convictions qu'il s'agissait. De ces convictions qui régissent un ordre, justement. Elles se sont certes un peu modifiées au fil du temps, mais elles n'en constituaient pas moins un fondement éthique. Le Bauhaus, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas dire par là que c'était la plus grande des architectures, mais c'était très très bien. Et en tout cas, ce qui s'est fait de mieux en Allemagne à ce moment-là. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'était une percée, que nous étions des précurseurs. Cela m'agace un peu. Je dis moi que quand on court, on ne sait pas où on va. On court, un point, c'est tout. D'ailleurs, je crois fermement ceci. Il y a peut-être bien quelques personnes qui, quelques années avant les autres, font quelque chose de neuf. Mais ensuite, cela se répand dans le monde entier parce que les temps sont mûrs. Nous n'aurions rien montré de nouveau aux gens si l'époque n'y avait pas été prête. Ce qui faisait notre force, c'est que nous croyions dur comme fer qu'avec le Bauhaus, nous participions à un renouveau de l'Europe, à un renouveau du monde, à un renouveau de l'humanité. Ici, en Israël, les gens diraient quel culot. Aujourd'hui, à Chicago, on est confronté aux origines architecturales, mais aussi aux conséquences de la modernité. Au début du XXe siècle, des impulsions considérables nous sont venues d'Amérique. À Détroit, Henry Ford inventait la production à la chaîne. Et puis, il y avait les possibilités qu'offrait l'ingénierie, les nouvelles techniques avec le travail de matériaux comme le verre et l'acier. Tout cela donnait un nouvel essor à l'architecture. À New York et à Chicago, s'élevaient les premiers gratte-ciel, qui n'étaient pas sans rappeler ces cathédrales gothiques de la vieille Europe, lancées à l'assaut du ciel. En 1920, en Allemagne, le peintre Wenzel Blick écrivait « Dites les enfants,
Que de choses magnifiques la Terre nous réserve pour nos jeux de construction. Rendez-vous compte, on pourra bientôt habiter dans les airs et on ne va pas tarder à voler. Wenzel à Blick, tout comme les architectes Bruno Taut, Walter Gropius et Hans Scharoun, appartenaient à une association d'artistes berlinois d'avant-garde, la Chaîne de Verre. Les projets de ville du futur étaient vertigineux, avec leurs cathédrales de verre et d'acier érigées pour des habitants supposés vivre dans une liberté nouvelle. Ces utopies étaient alimentées par les idées issues de la révolution de novembre 1918 en Allemagne, où les gens, après la fin de la guerre impérialiste et la chute de l'Empire, luttaient pour une société nouvelle et un idéal socialiste. Des conseils d'ouvriers et de soldats furent fondés, où l'on prédisait l'avènement de nouvelles structures sociales. Un conseil de travail pour l'art vit aussi le jour, dont faisaient partie Taut et Gropius. Ich möchte noch sagen, ich machte einen sehr interessanten Moment durch nach dem Kriege. Ich kam zurück und dachte, na ja, also es wird eine Weile schwierig sein, aber dann wird alles wieder zurückschnappen wie bis in die frühere Zeit, bis mir eines Tages plötzlich der Knopf aufging, dass das nicht der Fall sein würde, sondern das, was jetzt da war, der Ansatz zu etwas anderem und Neuem war. Dieser Moment, ich kann ihn eigentlich gar nicht beschreiben, ist für mich von großer Wichtigkeit gewesen. Ich habe mich ausgesprochen umgestellt. Dann wurde in Berlin der Arbeitsrat für Kunst gegründet. Da bin ich eine Zeit lang im Präsidium gewesen. Und wo wir versuchten, dem künstlerischen Menschen in Deutschland weiterzuhelfen und das abzuschätzen, wie der Staat sich dazu zu benehmen hätte. Dazwischen bekam ich dann die Ernennung als Direktor für die beiden Institute, die in Weimar waren. Ja. Eins war eine Kunstgewerbeschule unter Vandefelde vorher, der herausgeschickt worden war aus Deutschland durch den Großherzog dort. Und das andere war die Akademie. Und diese beiden Instrumente habe ich also zu dem Bauhaus Staatliche Hochschule für Gestaltung zusammengebracht. Cette école était empreinte d'une pédagogie fondamentalement nouvelle, reposant elle-même sur une idée de la méthode, comme disait Gropius. De façon fort peu académique, on trouvait, à côté de la formation artistique et au même niveau qu'elle, une formation artisanale. Les étudiants étaient supposés acquérir différentes techniques et expériences, à partir desquelles se développeraient leurs propres tendances artistiques. Des artistes modernes aussi renommés que Johannes Itten, Paul Klee, Vassili Kandinsky et Oskar Schlemmer leur dispensaient des cours. Le Bauhaus est en fait l'influence la plus directe, la plus concrète du Conseil de travail pour l'art. En Allemagne, les tentatives de révolution artistique se sont en fait effondrées tout aussi vite que les tentatives de révolution tout court, notamment au plan social. Mais justement, le Bauhaus et son programme, qui visait à une nouvelle formation de l'artiste et de l'artisan, ont effectivement donné des résultats concrets. Et c'est bien là ce qui fait l'originalité des gens du Bauhaus, à savoir que là où d'autres se sont contentés de méditer ou d'élaborer des utopies, eux ont transposé leurs réflexions dans la pratique. Ils se sont attachés à une réalisation concrète. Et au début, dans des conditions extrêmement difficiles. Une bonne partie de la population était très défiante vis-à-vis de ce qui se passait dans la très classique ville de Weimar. On peut dire que les conditions de départ étaient très mauvaises. Et c'est peut-être bien ce qui a conduit les étudiantes et étudiants du Bauhaus à se serrer les coudes et à essayer de produire quelque chose. Schiller, déjà lors de sa première visite en 1787, se croyait tomber dans un village. Et Herder décrivait ce désert qu'était Weimar comme un moyen terme entre le village et la ville de Chur. Gropius disait que c'était tout simplement un village à bière. Ce qu'il y avait de spécial dans le Bauhaus, ou plutôt dans la politique de nomination de Gropius, c'est sûrement le fait d'avoir su saisir la faveur du moment. Il est arrivé sans doute, grâce à ses contacts avec la galerie Sturm, à convaincre les grandes figures de la peinture moderne à venir de Berlin
enseigner au Bauhaus. Ils venaient notamment de Suisse, d'Union soviétique ou comme Lionel Feininger d'Amérique. C'est-à-dire que tous ces artistes d'avant-garde qui se retrouvaient au Bauhaus se situaient dans une autre sphère. Ils savaient ce qui se passait dans leur profession et comptaient eux-mêmes parmi les élus. Wassily Kandinsky, sage parmi les sages de Weimar. Avec des intuitions de visionnaire, tu nous as appris à nous, barbares du Bauhaus, à participer de la vue et de l'espace, du véritable espace de l'univers, à reconnaître le cosmos dans le chaos jusque en nous-mêmes. Ruste de rasé en rage, révolution renversant univers et intervalle, humanité et tradition romantique, l'être et le méandre dans l'espace et dans le temps, en abstraction arythmique et asymétrique, transformant la musique en espace. Deux phrases firent de nous êtres inachevés, des légataires. Lorsque j'enseigne, c'est vous aussi qui m'apprenez. Et non pas soit, mais soit et ou. Alma Mahler, l'épouse de Walter Gropius, attira l'attention de son mari sur le peintre et sculpteur suisse Johannes Itten qui travaillait à Vienne. Invité à Weimar, celui-ci devint le maître le plus influent du Bauhaus débutant. C'est toute la théorie de cette école de design qui reposait sur ses idées. Il introduisit le cours préliminaire, un semestre à l'essai qui rendait caduques les examens d'entrée et devait faire apparaître les talents des étudiants au cours d'exercices artistiques de base. L'œuvre la plus importante de Itten lui-même à Weimar, La Tour du Feu, fut érigée en été 1920 devant son atelier, la Maison des Seigneurs du Temple. Cette tour est d'une part un symbole du tout cosmologique, mais elle peut aussi être perçue comme la représentation de l'idée du Bauhaus, la construction de l'avenir qui se veut architecture et sculpture et peinture sous une seule forme, tout comme l'avait formulé Walter Gropius en 1919 dans le manifeste de fondation du Bauhaus. Mais du rêve à la réalité de la grande construction de l'avenir, le chemin était encore long, car les temps étaient durs. À notre arrivée, il n'y avait rien. C'est tout juste s'il y avait du papier. Je me souviens que quand nous commandions du papier, on nous répondait « Comment cela? Le Bauhaus n'a pas besoin de papier. Vous ne pouvez pas en avoir plus. » C'était incroyable. Nous n'avions tout simplement aucun matériel. Il n'y avait rien, ni crayon, ni rien quand on est arrivé. Plus tard, on nous a donné des fournitures. Il fallait bien qu'on dessine tout de même, qu'on montre ce qu'on savait faire. Es ist oft missverstanden worden, dass das auf Handwerk aufgebaut war. Das war aber eine Zelle der Vorbereitung. Man kann nicht eine Maschine verstehen, bevor man nicht die Handwerkszeuge verstanden hat. So ging jeder durch. Und wir verlangten von den Studenten, dass sie einen Lehrbrief übernahmen mit der Handwerkskammer, doch die Examen in der Handwerkskammer machten, aber darüber hinaus nun formalen, vom Künstlerischen her auch im Bauhaus ihre Lizenz bekamen. Im Anfang bist du nichts. Au début, tu n'es rien, un zéro, vraiment moins que rien, tu sais. Et c'est bien ce qu'ils voulaient, qu'on ne sache rien, qu'on ne soit rien. Et surtout qu'on n'ait aucune prétention. Mais nous étions tous prétentieux, bien entendu. Nous nous imaginions tous être Dieu sait quoi. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser des questions, disait Gropius. Voici votre enseignant. C'était Itten. C'est lui qui vous dira si vous êtes admis ou non. J'en avais une peur bleue. C'était un Suisse, un homme très grand. Enfin bon, j'étais admise. Je le voulais. À Erfurt, j'avais tellement entendu parler du Bauhaus que je me disais, ma foi, il y a tant de gens là-bas, j'arriverais bien à y entrer, moi aussi. Gertrude Hand faisait partie des premiers étudiants du Bauhaus qui venaient de régions et de pays différents. Elle étudia le tissage et fut connue plus tard comme photographe.
En tant qu'orpheline de guerre, Ruth Valentine fut exceptionnellement admise en 1919 au premier cours préliminaire, alors qu'elle était encore enfant. Elle étudia au Bauhaus jusqu'en 1923. À l'époque, Johannes Itten nous donnait certains modèles, certains sujets. Il disait qu'il fallait rendre les différents matériaux avec le plus de précision possible. Non pas comme une photographie, mais en ce sens qu'on devait en exprimer l'essentiel, voilà. Il ne demandait pas un rendu photographique ni la restitution d'un paysage tel qu'il est, autant photographié dans ce cas. L'essentiel de cet enseignement, c'était de s'attacher à ce qui impressionne. C'est exactement ce que j'ai fait avec ce cerf qui était en porcelaine très fine, avec cette fourrure devant lui. Il en était très content et mon travail a été exposé avec les autres. J'avais alors 14 ans à ce moment-là. Voyons, quand est-ce que je l'ai fait? Oui, c'était pendant le premier cours. Phase originelle à Weimar. Johannes Itten et Gropius ont disputé à Weimar de la question de savoir si les seins des femmes devaient être représentés tranchés, durs ou mous, négligés ou élégants, gros ou maigres, longs ou courts, concaves ou convexes, avec ou sans complexe, sphériques ou anguleux, tout ronds ou bigarrés, sombres ou bariolés, coupés au centre ou de côté. S'il fallait les tisser, ou si les bonnes mœurs au Bauhaus souffraient des sons de Schoenberg et de Benjamin Britten, des Masdéens ou des anthroposophes. Nous avons évolué depuis. Mais les critiques d'art disputent aujourd'hui encore vivement de la phase originelle du Bauhaus. Sous des dehors d'homogénéité, le Bauhaus réunissait différents courants correspondant aux diverses idéologies de l'époque. Cela allait des mouvements de jeunesse tendant à réformer la vie comme les éclaireurs via l'anthroposophie de Rudolf Steiner, jusqu'aux masdéens végétariens dont faisaient partie les proches de Johannes Itten. Ça et là, les étudiants suivaient des cours de danse et faisaient des exercices de respiration pour développer leur créativité. Mais de l'extérieur, les étudiants du Bauhaus étaient perçus, à la grande frayeur des bourgeois de Weimar, comme une horde de jeunes bohémiens sauvages. Les habitants de Weimar nous tenaient pour des possédés, des éléments destructeurs de culture. C'était un peu comme à une certaine époque les hippies, dont on disait qu'ils exagéraient et qu'ils étaient contre tout. Et puis, il y a eu le dadaïsme par-dessus le marché. On vous accostait en pleine rue. J'ai même entendu dire qu'un jour, des gens ont bousculé Paul Klee et qu'ils voulaient le jeter à terre. Mais moi, je dis qu'à Weimar, ils peuvent nous être reconnaissants d'avoir pris autant de place dans leur histoire culturelle. Mais au début des années 20, les bourgeois de Weimar étaient bien loin d'être reconnaissants au Bauhaus, au contraire. Les forces conservatrices en progression à Weimar s'insurgeaient contre ce mouvement qui prenait aussi des positions politiques. Ceci est le monument aux morts de mars 1920 à la mémoire des ouvriers tués lors du putsch de Kapp et Ludwitz. Les syndicats de Weimar avaient décidé de faire ériger un monument à la mémoire des 7 ouvriers assassinés.
Il y a eu un concours auquel Gropius a participé ainsi que d'autres membres du Bauhaus. Et je crois que ce concours a été tout à fait décisif pour l'évolution artistique, puisque c'est Gropius qui a été chargé de réaliser ce monument. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'un personnage, un mourant, une mère et son fils, ce qui avait été également proposé, on a opté pour un projet résolument abstrait. C'est un signe particulièrement représentatif de l'expressionnisme dans le Bauhaus. Cette flamme, c'est celle de la révolution, du renouveau. Et par là, c'est en quelque sorte le sceau politique du Bauhaus qui s'imprimait dans l'espace de la cité, ne serait-ce que de façon tangentielle, ici, au cimetière de Weimar. Les protestations se sont mises à pleuvoir sur cette prise de position politique matérialisée de Gropius, directeur de l'école des Beaux-Arts. À peu de temps de là, les ateliers du Bauhaus fournirent de nouveau matière à scandale. L'étudiant Peter Keller conçut et réalisa un berceau pour l'offrir à une étudiante qui était enceinte. Ce berceau avait été construit à partir des formes géométriques de base, le cercle, le carré et le triangle, et il était peint en bleu, rouge et jaune, les couleurs du Bauhaus. Ce berceau, dont les répliques se vendent aujourd'hui à prix d'or, déclencha alors une campagne de presse. Le fait qu'une telle maternité soit affichée haut et fort, que le berceau réalisé dans les ateliers par les élèves concernés soit quasiment porté en triomphe, ce qui a bien été le cas, jusqu'à l'appartement de celle qui est tombée au piège, ne peut être que fustigé en tant qu'expression d'une sensibilité dépravée, en tant que retombée des méthodes d'éducation et d'enseignement destructives du Bauhaus. Quand on a bien présent à l'esprit de tels événements, à la suite d'une telle déchéance morale, on ne peut que prévenir à un fils, à plus forte raison une fille, de jamais pénétrer cet institut. Les forces conservatrices et populistes de Weimar qualifiaient le Bauhaus de cellule d'obédience bolchevique marquée par le communisme soviétique. La bonne ville de Weimar percevait cet institut comme un danger pour l'ordre, les bonnes mœurs et la chose publique. Gropius, enseignant et enseigné, se virent obligés d'organiser une vaste exposition où ils présenteraient tout le spectre de leurs travaux. Oskar Schlemmer réalisa la fresque dans la cage d'escalier des ateliers, un des bâtiments où, en 1923, outre peinture et sculpture, on exposa aussi des objets utilitaires et des meubles. La représentation du ballet mécanique de Kurt Schmidt faisait également partie de la manifestation. L'exposition de 1923 marque aussi un tournant artistique dans l'histoire du Bauhaus. Les influences du constructivisme russe et du mouvement de Style en Hollande faisaient de l'ombre à l'expressionnisme et à l'ésotérisme. Kandinsky avait établi que le rouge, le jaune et le bleu devaient être associés aux formes géométriques de base. Johannes Itten a quitté le Bauhaus, devenu plus pragmatique, au cours de l'été 1923. Et dans les albums de photos de l'exposition, on trouvera désormais des projets fonctionnels destinés à l'usage quotidien et des prototypes qui se prêtent à la production en série par l'industrie. Nous avions un slogan, art et technique, une nouvelle unité. C'était notre slogan, celui de Gropius.
Ils avaient fini par se rendre compte qu'il fallait non seulement changer l'artisanat, mais aussi les objets. Dans les maisons, les meubles et le reste, tout devait être utilitaire. Le moins de fioritures possible et des formes esthétiques. Un cendrier devait être fait de manière à ce qu'on puisse aisément y déposer une cigarette. Il devait se prêter à l'emploi. Les tasses, les plats, tout devait répondre à l'usage, mais il fallait que les formes soient belles. C'était cela, art et technique, une nouvelle unité. Vous comprenez? Oui. Toutes ces choses modernes que l'on achète aujourd'hui, normalement, en fait, c'est nous qui les avons découvertes. Vraiment, voyez les livres sur le Bauhaus. Nous avons inventé les formes les plus modernes. Voyez ces plats, tout ça. Breuer a fait des meubles extraordinaires, les premiers meubles qui avaient plusieurs couleurs, composés de formes très strictes. C'était complètement différent de ce qui s'était fait jusqu'alors. C'est nous qui avons apporté cet élan. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, ce qu'on fait dans les usines, tout cela est encore fabriqué avec l'idée qu'il faut une forme qui convienne à l'époque. C'est à l'ère industrielle que devaient convenir les nouvelles maquettes, si dépouillées. Non seulement les maquettes de meubles et d'articles utilitaires, mais aussi celles de l'architecture. À l'occasion de l'exposition de 1923, une première petite construction vit le jour. La cellule originelle de l'architecture du Bauhaus, la maison Am Horn. Cette maison modèle, destinée à une cité, fut construite selon les plans du jeune peintre Georg Mouret. Sur la base d'un plan carré, Mouret empila, sans autre forme de procès, 2 boîtes l'une sur l'autre. Le séjour, central et surélevé, était flanqué de manière symétrique par les autres pièces. La maison devait avant tout être pratique et bon marché. Elle avait été réalisée à partir d'éléments préfabriqués, l'équipement intérieur réalisé dans les ateliers du Bauhaus. La maison tout entière devait être une œuvre d'art où se retrouveraient les différentes formes d'art et corps de métier. 10 ans seulement après cette première boîte blanche pour une famille à Weimar, sont apparus les quartiers entiers d'une ville d'architecture moderne, Tel Aviv, la ville blanche. Depuis les immeubles d'habitation non loin de la plage, une mer de maisons cubiques s'offre au regard. Aujourd'hui encore, Tel Aviv est la ville du Bauhaus. D'une manière générale, en Israël, on qualifie souvent l'architecture moderne de Bauhaus. En 1934, rue Frischmann, a été construit un vaste immeuble dessiné par l'architecte du Bauhaus, Aryeh Sharon. Susanne Strauss y habite depuis le début. Je ne crois pas qu'on ait choisi ni décidé consciemment d'avoir des immeubles Bauhaus pour attirer les gens en Israël. C'est pas vrai. Cela faisait partie d'un processus. C'était un pays neuf où venaient des flots de gens. Il fallait bien qu'ils habitent quelque part. Le Bauhaus était en vogue à ce moment-là. C'était sans doute ce qui se faisait de mieux. Alors, le jeune pays a commencé avec ce que le monde avait de meilleur à lui offrir. Ça n'avait rien de délibéré. Puisque l'on commençait à construire des maisons dans ce style, autant participer à l'expérience, suivre le mouvement. Mais avant de devenir un mouvement de rayonnement international, le Bauhaus devait d'abord quitter la jolie petite ville de Weimar.
nationalsozialistische Welle kam zuerst sehr stark hoch in Thüringen. Und wie es ja leider war, auch künstlerische Dinge wurden zum Spielball in der Politik benutzt. Und so war es also ein Kampf der Parteien. Und wie diese nationalsozialistische, damals völkische Partei stärker wurde in Weimar, wurde uns der Dampf abgeschnitten. Und da haben wir einen Coup gemacht, der vielleicht nicht legal war, aber der richtige. Ich habe mich mit meiner Fakultät zusammengesetzt und wir haben in der Öffentlichkeit das Bauhaus als geschlossen erklärt und haben so der Regierung damals den Dampf aus den Segeln genommen. Wir waren rechtlich vielleicht nicht dazu berechtigt. Ich hatte aber das Gefühl, es war wirklich unsere Arbeit, die wir da zusammen aufgebaut hatten, Lehrer und Schüler zusammen, sodass wir es auch zusammenhalten wollten. Und das hat dann auch den Erfolg gehabt, dass 4 verschiedene Stellen in Deutschland sich darum beworben haben, uns zu übernehmen. Und die besten Bedingungen wurden von Dessau ausgestellt, wo ein hervorragender Oberbürgermeister Hesse den Mut hatte, diese Dinge zu übernehmen, auch das Geld freimachte, was notwendig war, uns erst in provisorische Gebäude setzte und mir dann den Auftrag gab, nicht nur das Bauhaus selbst zu bauen, neu, sondern auch 7 Wohnungen für die Hauptprofessoren. Dès notre arrivée à Dessau, nous avons trouvé la ville tellement laide que nous nous disions « on ne restera jamais ici ». Tandis que Weimar était si jolie. La ville en elle-même était vraiment ravissante. Et nous, qui étions à l'extérieur, au pavillon, nous étions toujours près du parc. Il n'y avait vraiment pas de comparaison. On était malheureux comme les pierres. On trouvait cela affreux. On se disait, demain, on s'en retourne. On ne va pas rester ici. Donc, nous n'étions pas heureux à Dessau, non. Il a bien fallu qu'on s'y habitue. Il n'y avait plus rien à Weimar. Mais on ne s'est jamais plu à Dessau. C'est une ville très laide. Je le dis encore aujourd'hui, bien qu'elle se soit beaucoup arrangée. Grâce à nous. Dessau n'était pas seulement une ville industrielle où les usines Junkers fabriquaient des appareils à gaz et des avions. C'était aussi une résidence princière baroque, entourée par les prairies de l'Elbe et le parc de Wörlitz. Franz von Anhalt-Dessau, prince éclairé, avait aménagé ce parc paysager au milieu du XVIIIe siècle. Il y avait fait ériger une résidence d'été de construction classique et l'avait décorée de plusieurs petites œuvres architecturales. Après la guerre de 7 ans, le prince voulait relancer l'économie de son petit royaume. Il pensait qu'il pourrait, dans le même temps, ennoblir les gens s'il parvenait à unir l'utile à l'esthétique. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler les idées du Bauhaus, qui devait également réformer et faire progresser la technique à travers l'art, amenant ainsi une amélioration des conditions de vie de la population. Pour les peintres Paul Klee et Vassili Kandinsky, le parc de Wörlitz compensait à merveille la ville industrielle de Dessau. Cordiale salutation de la nouvelle localité où je vais donner des cours en faisant la navette. Une semaine à Weimar, une semaine à Dessau. La ville n'est pas mal, mais l'endroit que nous habiterons est très bien. L'environnement, les prairies de l'Elbe et de la Mulde, est superbe. Les parcs sont magnifiques, surtout celui de Wörlitz. Depuis le début du siècle, Dessau était devenu le noyau de l'Allemagne centrale, radicalement industrialisée. Bientôt, des centrales thermiques s'élevèrent sur les champs de lignite et des grandes sociétés comme AEG et IG Farben y établirent leurs usines chimiques. Bitterfeld est l'exemple le plus connu de zone industrielle d'Allemagne centrale qui est aujourd'hui en jachère. Outre le grand nombre de personnes qui ont perdu leur travail à jamais, le paysage est marqué par l'industrialisation. Mines de lignite épuisées, excavatrices et usines désaffectées,
Tels sont les stigmates visibles de l'histoire. Dans les années 20, la technique et la recherche moderne faisaient de cette région la zone industrielle la plus prospère d'Allemagne. Le Bauhaus voulait participer du progrès industriel et lui fournir les formes artistiques adéquates. J'avais dit à mes parents que je voulais rejoindre le Bauhaus. Si tu vas dans cet institut de fous qui écrivent tout en minuscules sur ce format impossible, il s'agissait du format d'INA A4, tu n'auras plus un sou. Moyennant quoi, 2 jours plus tard, je prenais le tortillard qui relie Hanovre à Dessau. Et ma première image a été celle d'une construction brute de décoffrage sur un morceau de terrain, ce qui ne m'a pas beaucoup impressionné. Le bruit de décoffrage dans un pré, c'est toujours laid. Puis un assistant est venu qui m'a expliqué que ce n'était pas fini. Nous avons emprunté un escalier et tandis que nous montions, s'est élevée une musique comme je n'en avais encore jamais entendue. J'ai demandé ce que c'était et il m'a répondu, c'est l'orchestre du Bauhaus. Il joue chez nous tous les samedis et à l'occasion, il gagne l'argent pour l'atelier de théâtre. Évidemment, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que dans une construction en béton, l'acoustique est extraordinaire. Tout l'immeuble s'était mis à vibrer. Quelle sensation extraordinaire. Je me retrouve chez moi. C'est la tenue estudiantine de l'époque. Quand on arrivait au Bauhaus, on vous faisait tout de suite comprendre qu'il fallait se procurer un pantalon de Charleston, une chemise bleue et une lavalière blanche. Et on se retrouvait soudain là, à 20 ans à peine, avec une foule de gens venus d'Amérique, du Japon, d'Afrique, du monde entier. Il y avait là toute la clique internationale de ce que le monde comptait d'intellectuels et de célébrités en tout genre. Un petit débutant ne pouvait qu'être ébahi de voir tout ce beau monde réuni dans cette grande salle de spectacle. Et quand je dansais d'un peu près avec une fille, une autre jeune femme arrivait qui m'embrassait bien vite pour montrer que je lui appartenais. Elle se bagarrait pour moi, qui n'avait pas encore remarqué combien j'étais intéressant. À mon arrivée, j'étais encore une bleue. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de voir enseignants et élèves se fréquenter, se lier d'amitié. Et puis, il y avait aussi la liberté sexuelle. Beaucoup avaient des liaisons. Certains se mariaient aussi, ensuite. Mais on changeait pas mal. Mon mari était mon troisième au Bauhaus.
Pour nous, c'était tout naturel, mais en ville, les gens pensaient tous que nous n'avions aucune morale. Ils ne nous fréquentaient pas, mais à part cela, nous étions très libres. Le Bauhaus à Dessau fut inauguré en 1926 par une fête tonitruante. Artistes et personnalités étaient venus d'un peu partout. Paul Klee, accompagné au piano par sa femme, donna un récital de violon. Plus tard dans la soirée, l'orchestre du Bauhaus joua du jazz et Gropius fit projeter des films. 70 ans après, la fondation Bauhaus célébra un anniversaire dans ses bâtiments. Le transfert à Dessau rapprochait le Bauhaus de la grande ville. Berlin n'était plus qu'à 1 heure de train. Pour de nombreux artistes de l'avant-garde, la métropole, avec sa dynamique, la circulation, les lumières électriques et les réclames lumineuses, représentait un nouvel espace. La ville débordait de techniques, de richesses affichées et de prolétaires. Pour les artistes du constructivisme, comme Moe Linoge, la lutte pour une nouvelle forme d'art, une nouvelle optique, était étroitement liée à la lutte des intellectuels de gauche. Art, technique et société devaient se fondre pour le bien de l'humanité. La photographie et le film devaient stimuler la cognition. Moe fut appelé au Bauhaus en 1923. Il apportait dans ses bagages l'esprit techniciste. Le magicien Itten laissa la place au gourou Moholy. À Dessau, on l'appelait sobrement Manoli. En ce temps-là, un Hongrois semblait encore exotique, insondable, étrangement érotique, apprécié des dames énergiques et un rien masculine. Il offrit au Bauhaus une nouvelle discipline. Limpidité suprême et constructiviste, vérité de la raison scientifico-techniciste, Moholy était bel et bien un génie universel. Le Bauhaus grandissait, sa réputation progressait, peindre la lumière, peindre sur synthétique, photomontage et photogrammes, film de feu, vision nouvelle, typographie, banderole, plastique, cinétique, fantastique constructif pour E.T.A. Hoffmann. Structure, facture, texture. Structure, facture, texture, doigté volatile, équilibre changeant, pression subtile. À la base ne sont plus les normes d'une formelle esthétique, mais les canons de justice sociale et d'éthique.
tendre résolument à une nouvelle unité de l'art, de la technique et de la vie. Technik und Leben. Avec la lumière et le mouvement comme éléments figuratifs, Moho Linoge voulait réaliser des fontaines lumineuses et des jeux de mouvements électriques en tant que variante moderne des sources baroques. Un exemple en est ce modulateur lumière-espace. J'avais 23 ans quand je suis arrivée au Bauhaus. Je voulais absolument faire quelque chose de ma vie. Je trouvais que j'étais devenue adulte. Je crois que c'était la première année où Albers donnait le cours préliminaire. Et j'étais vraiment épatée. Il nous demandait toujours d'apporter des objets, du fil de fer, de la terre, des morceaux de carton, du Bristol, de vieilles bouteilles, ce qui se présentait. Et d'en faire quelque chose. À chaque fois, chaque jour, c'était autre chose. Et il nous disait ce qui était bien, ce qui avait l'air fonctionnel, etc. De même que d'autres anciens étudiants du Bauhaus à Weimar, Joseph Albers fut nommé maître d'atelier après le déménagement à Dessau. Il encadra le cours préliminaire et devint l'un des enseignants les plus respectés et les plus influents. Albers arpentait avec allant l'atrium, avec d'adorables apprentis ambitieuses. Alors Annie, assez appréhensive, admit l'avènement d'autres aventures. Albers argumenta aimablement abstraction, adaptation et attention, d'accord, mais aussi amour. Depuis Adam et Aristote, alpha et oméga, l'allure était appréciée tous azimuts. Aussi Annie asséna aussitôt à Albers allusivement qu'en Amérique, le harcèlement est tout autre. L'art, ainsi que l'alternative et l'architecture, n'auraient aucun accès à l'amour. Une forme doit s'inscrire dans un cercle. On doit pouvoir la vérifier au compas, la contrôler. Bauhaus, cher triangle carré circulaire, toi et tes lois inflexibles. N'ai-je pas toujours été un improvisateur fort tolérant, toujours prêt l'instant d'après à en être un autre, à peindre, à écrire, à sauter, en vertu de quoi mon père me surnommait Cabri. Lorsque je fus admis et ingéré par le Bauhaus, je dû abandonner une bonne part de ma nature. Nature?
Il n'empêche que le commerce avec ces esprits fut grandiose. Mais encore fallait-il gagner de haute lutte sa liberté de mouvement. Wolf Hildebrandt est entré en 1926 au Bauhaus à Dessau à l'âge de 20 ans. Il s'était déjà fait remarquer dans plusieurs théâtres municipaux avec ses décors modernes. L'État de Thuringe lui accorda une bourse pour suivre à l'atelier de théâtre du Bauhaus les cours d'Oskar Schlemmer. À part au cours préliminaire, nous ne pouvions guère nous épanouir. Chez Schlemmer, par exemple, au théâtre, ma tâche consistait essentiellement à doubler ses masques de scène. J'ai passé des mois entiers avec un pot de colle et des morceaux de papier. Il fallait les appliquer par couches sur la matrice de terre cuite, les laisser sécher, les découper, les retirer, et enfin les recouvrir de papier glacé. À ce moment-là, nous pouvions les mettre et monter sur scène par groupe de 3 ou 4. Nous étions alors photographiés et l'on trouvait un titre. Cela devenait une pièce qui aurait été jouée à un moment quelconque. Et c'était publié dans les livres d'art comme une nouvelle chorégraphie. On ne peut même pas dire que c'était un cours. C'était de l'expérimentation. Les idées de Schlemmer étaient radicalement différentes de ce qu'on pouvait voir sur scène en Allemagne, au théâtre ou au cabaret. Radicalement différentes. J'étais très impressionnée par ce qui se faisait là. Mais la parole ne comptait pas. Alors que d'une manière générale, le théâtre, justement, se construisait essentiellement autour du mot. Et ce qui intéressait Schlemmer, c'était l'espace. Au lieu de gémir sur la mécanisation, mieux vaut se réjouir de la précision. Les artistes sont prêts à transposer les revers et les dangers de leur âge mécanique en médailles d'exacte métaphysique. Il est clair que chez Gropius, les nouvelles tendances en matière de construction étaient largement inspirées par les nouveaux matériaux, l'acier et le verre notamment. C'est d'ailleurs comme ça que le Bauhaus est devenu, si j'ose dire, une sorte de caisse de verre et d'acier. Ce qui intéressait surtout Gropius, c'était le cube. Kandinsky disait toujours « Quel besoin avons-nous d'une salle de bain? Il y a toujours une baignoire sur le toit. » C'était un peu exagéré. Il y avait en fait une couche de tourbe
c'est-à-dire un matériau dont on n'avait pas encore fait le tour. Une sorte de fagne s'était donc formée là-haut et un liquide brun suintait du plafond. Il faut bien comprendre qu'au-delà de cette pulsion qu'avait Gropius de faire quelque chose de totalement nouveau, il y avait aussi le fait que les matériaux nécessaires n'existaient pas encore. Aujourd'hui, on pourrait sans aucun problème faire un toit parfaitement plat avec les matériaux correspondants, mais c'est bien sûr meilleur marché de faire un toit en pente. À Dessau, non loin des bâtiments de l'école, dans une pinède, Gropius put, avec les maisons du corps enseignant, se colter pour la première fois à un ensemble de logements correspondant à l'idée qu'il se faisait de la nouvelle architecture. L'équipement intérieur, qui offrait tout le confort de l'époque, avait été fabriqué dans les ateliers du Bauhaus. À ce moment-là, les produits du Bauhaus s'étaient révélés commercialisables et le Bauhaus lui-même était apparu comme un moyen de propagande très efficace. On construit partout des maisons, des cités entières avec des parois lisses et blanches, des rangées de fenêtres transversales, de vastes terrasses et des toits plats que le public perçoit spontanément comme des ouvrages de style Bauhaus. Aujourd'hui, tout le monde le sait, des logements où brillent le verre et le métal, style Bauhaus. De même, le confort moderne sans atmosphère, style Bauhaus. Des sièges tubulaires, style Bauhaus. Des tapis quadrillés, style Bauhaus. Une impression avec filet en gras et typographie fantasque, style Bauhaus. Écrire en minuscule, style Bauhaus. Parler en majuscule, style Bauhaus. Wertheim crée une nouvelle section pour les meubles de style et les objets d'usage courant. Le nom du Bauhaus doit servir de locomotive. Un magazine de mode viennois conseille de ne plus décorer la lingerie féminine de petites fleurs, mais de dessins géométriques modernes dans le style du Bauhaus. Sa Majesté, le snob, voudrait du nouveau. Le siège tubulaire de Marcel Breuer est au premier rang de ces articles de marque du Bauhaus qui se vendent toujours très bien. Étudiant déjà, Marcel Breuer avait conçu les chaises de la maison Amhorn. Jeune enseignant, il se voit confier en 1925 la direction de l'atelier d'ameublement. C'est à cette époque qu'il créa son fauteuil club d'acier qu'il trouvait lui-même très peu artistique, parfaitement logique, fort peu convenable et éminemment mécanisable. Il devait surtout être économique. Cependant, seuls les milieux cossus pouvaient s'offrir des meubles du Bauhaus. Je m'attendais à ce que la direction de l'atelier d'ameublement propose un thème, ou que l'on nous demande d'en proposer un, et que ce sujet soit ensuite traité en commun. Car c'est en réunissant de nombreuses idées que l'on progresse. Mais ça ne se passait pas comme ça avec Breuer. Il ne s'intéressait qu'à sa propre réussite. C'était comme ça. Et moi, j'ai réalisé des modèles que j'avais conçus moi-même. Au début, j'ai fait les chaises de Breuer. Et puis, entre-temps, j'ai dessiné mes propres modèles et je les ai réalisés. La période Dessau du Bauhaus a été marquée par un étroit contact avec l'industrie. Notamment avec les usines Junkers qui non seulement fournissaient aux ateliers matériaux et machines, mais passait aussi à l'école des commandes de réclame. Les sièges tubulaires de Breuer sont nés à l'époque où l'aéronautique mettait au point des fauteuils aussi légers que possible pour le trafic aérien civil. Le penchant de plus en plus sensible à la commercialisation poussa Moe Linoge à démissionner en 1928. Nous sommes en grand danger de devenir exactement ce que nous combattions en tant que révolutionnaires. Une école de formation professionnelle qui ne considère que le produit final, en ignorant l'évolution globale de l'homme dans son entier. Pour cet homme global, il ne reste ni temps, ni place, ni bienveillance. On venait d'un appartement classique avec cuisine, séjour et chambre. Et puis on est arrivé dans cette petite maison où tout était neuf, plein de frais, joli. Pour nous, c'était un grand changement,
J'ai toujours dit à tout le monde que j'avais l'impression d'emménager dans un château. Et c'est toujours mon avis. Le 13 mai, j'habite ici depuis 70 ans. C'est là que nous avons emménagé. Il y a 70 ans, j'avais 21 ans. J'adore Gropius. Il n'y a pas mieux que les constructions de cette époque. C'était vraiment quelque chose. C'était complètement différent des autres immeubles. Tout était peint de la même façon. Ensuite, on a fait tapisser, bien sûr. Les femmes préféraient quand même les papiers peints. Ce n'était pas encore entré dans les mœurs, mais c'était superbe. Avec les plafonds différents des murs, Gropius, il n'y a pas mieux. Les maisons d'habitation du premier lotissement s'élevèrent sur des terrains bon marché, construites à des cadences rationalisées et selon des procédés techniques modernes. Gropius rêvait depuis longtemps de produire des maisons en éléments préfabriqués, à la chaîne, comme les voitures dans les usines automobiles de Henry Ford. Il voulait transposer en architecture les avantages de la fabrication industrielle. On devait produire des types différents, variables à volonté. Cette conception lui valut le surnom de Ford de l'habitat. Entre 1926 et 1928, dans le quartier de Dessau-Torten, des rues entières furent construites d'après les maquettes de Walter Gropius. Des maisons cubiques aux fenêtres transversales, aux toits plats, aux plans fonctionnels et aux installations intérieures issues des ateliers du Bauhaus. Il ne s'agissait pas d'une cité pour millionnaires. Ça s'appelait cité semi-rurale. On était supposé avoir des poules et des lapins. On en avait d'ailleurs. Peut-être aussi une chèvre, mais pas de cochon. Le grand jardin derrière nous a tout de suite plu. C'était quelque chose, rendez-vous compte. On a acheté ça pour 9000 marks. Il fallait un apport de 1000 marks. C'est tout juste si on les avait. On sortait tout juste de l'inflation. Je n'osais pas dire qu'on emménageait ici. Les gens qui venaient ici, c'était des communistes. Et communiste n'était pas un compliment. Hein? On ne nous aimait pas du tout. On racontait que ça allait bientôt s'écrouler, tout ça. Ces trucs modernes avec les toits plats et les drôles de fenêtres. C'était bizarre. Même si Gropius avait fait quelque chose de pratique et de confortable pour l'époque. Bon, aujourd'hui, il construirait sans doute ça différemment, pas vrai? Je veux dire plus grand, quoi, parce que tout le monde voudrait un grand séjour, mais nous, on trouvait ça bien. Ça nous était bien égal que ce soit du Bauhaus. On voulait une maison dans une cité. Ce n'est que plus tard qu'on a compris ce que c'était. Et maintenant, c'est bien tout ce que Dessau peut montrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'était justement cette nouvelle manière de penser l'architecture, de traiter les matériaux, de remettre en question la décoration traditionnelle, de faire vraiment son deuil de toutes ces fanfreluches. Toutes choses qui étaient associées essentiellement avec l'Union soviétique, avec le mouvement ouvrier, avec la nouvelle culture qui s'était fait jour en Union soviétique. Voilà pourquoi cette architecture, ce nouveau mode de vie, ce nouvel agencement, les meubles tubulaires, tout cela reçut une étiquette. On appelait cela la culture bolchevique. Et l'architecture au toit plat, c'était la construction bolchevique, par opposition à la construction allemande avec ses toits en bâtière. Sous les toits allemands en bâtière vivaient et vivent encore des millions de gens, souvent dans de tristes cages à poules, où l'on avait parqué les ouvriers du temps de l'industrialisation. Dans les années 20, les courants culturels d'avant-garde, et avec eux les nouvelles constructions, parvinrent à prendre pied dans les villes d'administration sociodémocrate. La guerre fut déclarée aux cages à poules du XIXe siècle, où dans des espaces exigus, les esclaves salariés et leurs familles végétaient plus qu'ils ne vivaient. Les familles ouvrières devaient pouvoir sortir des sinistres arrière-cours et entrer dans un monde lumineux. Une autre expérience du Bauhaus eut lieu à Dessau, en même temps que la cité de Torten, initiée par les architectes Mouret et Paolic. La maison en panneaux d'acier fut sans doute une expérience des plus remarquables.
conçue en 1926 par le peintre Georg Murray et l'architecte Richard Paulik, et construite par une entreprise de coffre-fort. C'était en fait une tentative de réaliser l'idée d'une maison à géométrie variable avec de nouvelles matières, à savoir l'acier, un matériau qui, à la fin des années 20, avait gagné une certaine notoriété. Ce matériau était également mis en œuvre ailleurs, et l'utiliser ici, aux portes de la ville, témoignait ainsi d'un tout autre art de l'habitat qui tablerait sur l'acier en tant que nouvelle base de production. Le Bauhaus, notamment le cercle de Ludwig Ibersheimer, avait la vision d'un homme nouveau. Une ville nouvelle devait s'élever pour un homme totalement nouveau. Une ville égalitaire qui romprait radicalement avec la ville qu'avait produite le 19e siècle. On faisait mentalement abstraction de la ville pour projeter une configuration qui s'appuyait sur les principes de la construction industrielle. Il s'agissait d'une ville articulée de façon très fonctionnelle et ordonnée. D'une ville très rationnelle dont les principes de base étaient notamment l'hygiène, c'est-à-dire l'ensoleillement de la ville. L'espace entre les bâtiments d'habitation était essentiellement déterminé par l'ensoleillement, ce qui s'opposait radicalement au mode de construction du 19e siècle. Entre ces bâtiments, rien ne devait inhiber la circulation, c'est-à-dire qu'il fallait élaborer de nouvelles liaisons entre habitation, lieu de travail et centre social. Ainsi étaient déterminés et réalisés les principes de base de l'urbanisme. À Berlin, Magdebourg, Francfort-sur-le-Main et dans d'autres grandes villes s'élevèrent à la fin des années 20 de vastes cités d'habitation pour les ouvriers et les petits employés. La nouvelle architecture était devenue un mouvement international auquel adhéraient de nombreux urbanistes, architectes et représentants de la politique sociale. Mais les impulsions pour une nouvelle forme d'architecture et d'urbanisme ne venaient pas du seul Bauhaus. Tel Aviv est une ville jeune, en grande partie construite selon les principes de la nouvelle architecture. Dans les années 30, plus de 4000 immeubles de style ultramoderne ayant été érigés par des architectes qui avaient étudié à Paris, à Rome, à Berlin, ainsi qu'à Dessau, au Bauhaus. Tel Aviv devait symboliser l'utopie d'une nouvelle patrie des Juifs, moderne et actuelle. Ces maisons récentes sont d'une très grande richesse de forme. Au lieu des fenêtres transversales et des grandes surfaces vitrées, on trouve ici des balcons et des loggias qui ne répondent pas seulement aux exigences climatiques, mais doivent aussi stimuler la communication entre voisins. Dans la Tel Aviv des années 30, le rêve de Gropius de l'unité dans la variété comme principe urbain s'est réalisé. Bien des fils d'immigrants juifs qui avaient rejoint la Palestine au début du siècle sont allés étudier l'architecture moderne en Europe dans les années 20. Avec la vague d'émigration allemande et européenne des années 30, ces jeunes architectes de retour en Palestine ont marqué non seulement l'aspect de Tel Aviv, mais aussi l'architecture d'autres régions d'Israël. Familiarisés avec les tendances de la nouvelle construction, ils apportaient une architecture représentative du style international. Cependant, la définition actuelle de Tel Aviv comme la ville du Bauhaus doit beaucoup au mythe du Bauhaus, qui est devenu beaucoup plus célèbre que d'autres écoles, est pratiquement le synonyme international de l'architecture moderne. L'école du Bauhaus a eu un effet très positif, très stimulant sur l'architecture de Tel Aviv. C'est certain, j'entends ça tous les jours. Et je suis sûre que le Bauhaus, objectivement parlant, était tout à fait attrayant. C'est mon opinion. Vous n'êtes pas de cet avis?
Venir ici, c'était comme emménager dans un palais. Avoir 3 pièces, rien que pour nous, c'était vraiment du luxe. Le problème, c'était la situation, car nous habitions un quartier qui est aujourd'hui au centre de Tel Aviv. Lorsque mon père a montré à ma mère la maison, qui était encore en construction, elle a dit « Tu n'es pas fou de me traîner dans le désert ?» Car il n'y avait rien alentour, rien que des dunes. Ce qu'il y a, c'est que la forme de l'immeuble a donné naissance à une communauté. Surtout pour nous, les enfants, car la cour était devenue le centre de notre existence. L'après-midi, en rentrant de l'école, on descendait tous ici et on jouait, on bavardait, on se querellait. Des gosses, quoi. Comme tout le monde connaissait tout le monde dans l'immeuble, cela créait un fort sentiment d'appartenance. Si quelqu'un avait des ennuis, tout le monde venait l'aider. Je crois que le fait de voir autant de gens sur un si petit espace, qui se soucient les uns des autres, a vraiment constitué une part importante de mon éducation, dans ma façon de voir la relation aux autres. Aryeh Sharon était l'un de ces architectes du Bauhaus. À partir de 1934, il a construit à Tel Aviv des maisons d'habitation et des cités ouvrières. À Dessau, Sharon avait eu Gropius et Hans Mayer pour professeurs et il avait participé au grand projet du Bauhaus. À l'occasion d'un concours, l'architecte suisse Hans Mayer conçut en 1927 ce projet, aujourd'hui encore très apprécié, pour le Palais de la Société des Nations à Genève. La même année, Walter Gropius chargea cet architecte renommé d'enseigner au nouveau département d'architecture du Bauhaus. Lorsque Gropius quitta le Bauhaus un an plus tard, Hans Mayer assura sa succession. Pour Mayer, l'architecture était avant tout associée à la solution de la question sociale de l'habitat. Hans Mayer était le seul à avoir un comportement vraiment positif. Il parlait avec tout le monde, il était très sympathique. Il donnait des fêtes auxquelles nous étions tous invités. Il voulait donner une base scientifique à son cours. Il avait fait venir un psychologue de Leipzig, un sociologue de Vienne. Ces matières secondaires n'avaient guère existé auparavant. C'était un enrichissement. D'autre part, il était généralement d'avis qu'il fallait bien sûr utiliser les nouveaux matériaux là où c'était nécessaire. Mais que là où ça ne l'était pas, mieux valait s'adapter à la configuration du paysage ou aux constructions qui existaient alentour. Il en a donné un exemple tout à fait frappant avec son projet pour l'école de la Confédération générale ouvrière de Bernau. Il a pris cette pierre jaune, qui est déjà utilisée là-bas. Il disait déjà que l'essentiel, c'était l'écologie.
à une époque où le terme était inconnu. L'école syndicale de la Confédération générale ouvrière allemande a été construite à la fin des années 20. Il était nécessaire d'avoir un centre de formation pour les cadres syndicaux. Auparavant, la formation syndicale avait été essentiellement dispensée dans des écoles appartenant aux différents syndicats, mais ceux-ci avaient largement adapté leur formation à leurs propres besoins, alors qu'il fallait une formation générale, portant sur des thèmes comme la lutte contre le fascisme, la lutte contre la crise économique qui s'annonçait, contre la diminution des prestations sociales, contre les tentatives, notamment de la part des entrepreneurs, de limiter les droits syndicaux. Il était indispensable que des questions aussi centrales soient mises au premier plan de la formation syndicale, ce qui rendait nécessaire la construction d'un centre de formation de ce genre. C'est essentiellement pour cette raison qu'il avait été décidé de réaliser un tel établissement ici à Bernau. En Suisse déjà, Hans Mayer avait été proche du mouvement syndical et il y avait construit de nombreuses cités de type coopératif. À l'instar de ses travaux précédents, il voulait réaliser au Bauhaus des produits populaires plutôt que des produits de luxe. Ces constructions devaient surtout permettre la vie en communauté et bien sûr être fonctionnelles. Voici une de mes réalisations personnelles de l'époque Bauhaus. Mon ambition était de construire un tabouret entier avec 1 mètre carré de contreplaqué. Comme vous pouvez le constater, cela a suffi pour les parties portantes et pour l'assise. C'est très léger, très clair, et correspond tout à fait à l'idée du Bauhaus. Et par-dessus, un coussin plié. Ça lui fait maintenant 70 ans. Et il a bien surmonté les épreuves. Die ganze Einstellung war nicht auf Art für Art, nicht? L'attitude n'était pas celle de l'art pour l'art. Nous avions un point de vue social sur l'architecture. Architektur, schließlich wo man lebt. Und mein Mann hat das auch immer Mon mari l'a toujours dit. Quand un immeuble a été conçu de telle façon qu'il fasse bon vivre à l'intérieur, alors il est également beau de l'extérieur. Au Bauhaus, l'atmosphère était désormais tendue. Les anciens maîtres, Kandinsky, Schlemmer, Feininger et Klee s'éloignaient de plus en plus des étudiants et refusaient d'entrer dans quelque controverse que ce soit. Hannes Mayer, le nouveau directeur après le départ de Gropius, était de notre côté, mais il a été limogé. Il est allé en Union soviétique avec 12 étudiants comme collaborateurs. Mies van der Rohe a été nommé directeur à sa place. C'était le début de la fin du Bauhaus. Au cours de cet été 1931, il y a eu à Dessau un rassemblement du parti nazi. Les nazis de Dessau nous ont menacé de mettre le feu à l'immeuble que nous habitions et qui appartenait à un célèbre syndicaliste. Un groupe de plus de 30 étudiants s'est réuni dans notre appartement. Nous avons monté la garde 4 jours durant, jour et nuit.
Dans chaque pot de fleurs, sous chaque oreiller, il y avait un revolver acquis illégalement. Nous étions prêts à nous battre jusqu'au dernier, au cas où ils attaqueraient. Il ne s'est rien passé, mais c'était significatif de ce que nous allions vivre au cours des années suivantes. L'ère Mies van der Rohe, troisième directeur de l'école, le début de la fin du Bauhaus. Voilà une affirmation que l'un de ses élèves contredirait énergiquement. L'architecte Pius Pahl vit depuis le début des années 50, non loin du Cap, en Afrique du Sud. À 89 ans, il fait toujours de l'architecture moderne. Il faut bien se tromper, pas vrai? Pendant qu'on attendait, on était installés là, on parlait. C'est alors que Mies arrivait. L'un était assis là, l'autre ici, on posait des questions et lui parlait de son expérience pratique, enfin tout ça. Le cours se déroulait donc très librement. Ce qui comptait le plus chez Mies van der Rohe, le point essentiel, c'est qu'en matière de technique, il était parfaitement au point. Non, Mies était très respecté. Justement en tant que personne compétente. Un peu comme quand on joue au football, vous savez qu'il y en a un qui fait de bonnes passes. On peut voir si les passes de Mies van der Rohe étaient bonnes en observant les maisons que Pius Pahl construit encore aujourd'hui dans la province du Cap. Des œuvres d'art de verre et d'acier, inondées de lumière, dotées d'équipements intérieurs d'un style adapté, qui ne sont pas sans rappeler le pavillon de Barcelone érigé par Mies van der Rohe. Une œuvre d'art peut intégrer les conventions visuelles d'une époque donnée, tout en les laissant derrière elle, car elle comporte encore bien d'autres interprétations. Et la perception, qui anticipe ces autres interprétations, se laisse défier, se laisse emporter pour un instant vers d'autres réalités, pour en revenir avec un regard neuf. Et c'est là en quelque sorte la morale de l'art, réunir en un même instant la jouissance et la connaissance. Oui, je connaissais le mouvement du Bauhaus. J'ai beaucoup de respect pour les anciens immeubles que l'on trouve ici, au Cap, dans le style hollandais. Ils sont très élégants. Cependant, à côté de cela, il y a de la place pour l'architecture moderne. Mais ce qui se passe ici, et un peu partout dans le monde, je suppose, c'est que les gens construisent dans un style vieux d'un siècle. On ranime le style victorien, que sais-je encore, mais il n'y a pas de vrai design. Le succès de ces constructions-ci, c'est que ce ne sont pas de décevantes copies de quelque chose de préexistant. Pour moi, cette maison est une prise de position. C'est un acte de rébellion contre ces constructions ennuyeuses que je vois pousser partout autour de moi. Contraste.
Voici les constructions de Mies van der Rohe. En réduisant les formes utilisées à leur plus simple expression, il entre en contradiction avec une nature luxuriante et ne témoigne de rien d'autre que des artifices de l'art. Et la réalité, de se refléter dans cet énoncé, tout de distanciation, comme les événements dans ces vastes surfaces vitrées. Au début des années 20, il conçoit des gratte-ciel qui anticipent déjà l'architecture des métropoles américaines avant qu'il ne les influence lui-même. L'œuvre de Mies est du très grand art, mais ces constructions sont des choses en soi. Ce sont des objets hermétiquement clos, totalement indifférents aux besoins quotidiens des gens. Devenu le 3e directeur du Bauhaus après le limogeage de Hans Mayer, Mies se soucia tout d'abord de discipline. Il exclut du Bauhaus 30 étudiants politiquement actifs et s'efforça clairement d'aligner l'école sur sa conception de l'architecture. Malgré tous ces changements, le style du Bauhaus résolument moderne restait suspect aux forces réactionnaires en Saxe-Anhalt. Le sort du Bauhaus à Dessau était pratiquement déjà scellé lorsqu'en mai 1932, nationaux-socialistes et populistes ont obtenu la majorité en Saxe-Anhalt. Les nationaux-socialistes avaient inscrit d'entrée de jeu leur animosité vis-à-vis du Bauhaus dans leur programme électoral. On y trouve le terme de culture bolchevique et dès l'automne de cette année-là, le conseil municipal de Dessau avait pris la décision de fermer le Bauhaus, de le dissoudre et de licencier les professeurs. Ce licenciement étant juridiquement contestable, Mies van der Rohe, le dernier directeur du Bauhaus, a pu négocier pour lui-même et pour ses enseignants des conditions financières relativement bonnes, tout en dirigeant le Bauhaus en tant qu'institut privé à Berlin, où ils ont continué de travailler, tant bien que mal, jusqu'en avril 1933, dans une ancienne usine de téléphones du quartier de Berlin-Steglitz. En avril 1933, il y a eu une perquisition. La justification officielle était que l'on soupçonnait la présence de matériel de propagande communiste dans les locaux du Bauhaus. Les bâtiments de l'école ont donc été cernés par la sûreté et fouillés. Quelques étudiants ont été arrêtés, puis relâchés quelques jours plus tard, mais l'enseignement est resté suspendu. La dissolution de l'école a été prononcée quand il a été clair que les nouvelles conditions ne permettaient pas de continuer de fonctionner comme avant. Ça aurait peut-être été possible, comme dans d'autres institutions, moyennant une mise au pas. En tout cas, on a pris la décision de dissoudre. Ce ne sont pas, comme le veut une légende très répandue, les nazis qui ont procédé à la dissolution. Non, le corps enseignant s'en est chargé tout seul, ce qui a d'ailleurs été arrosé au champagne, comme Mies van der Rohe l'a raconté plus tard. Au printemps 1933, les SA ont occupé l'école de la Confédération générale ouvrière de Bernau, près de Berlin. Peu après, Adolf Hitler en fit une école des cadres du Reich.
Les nazis exercèrent bientôt des pressions sur les artistes de la modernité, dont les membres furent mis à l'index et interdits. Hitler s'échauffait contre les hoquets culturels nationalement insupportables des cubistes et des dadaïstes. Ceux qui émigrèrent emportèrent avec eux leurs convictions artistiques, leurs capacités et le souvenir des professeurs du Bauhaus. Mais tous les étudiants ou enseignants du Bauhaus n'ont pas émigré. Les membres du mouvement n'étaient pas d'entrée de jeu des hommes meilleurs devant immanquablement entrer en conflit avec le régime nazi. Quelques-uns poursuivirent tranquillement leurs activités artistiques. D'autres durent s'enfuir, comme par exemple Otti Berger, qui avait enseigné le tissage et finit malgré tout par tomber aux mains des bourreaux nazis en Yougoslavie. D'anciens membres du Bauhaus qui s'étaient engagés politiquement à gauche étaient également menacés. Beaucoup d'artistes, des juifs notamment, ont émigré en 1933. Parmi eux, la photographe Hélène Auerbach, qui depuis la fin des années 20 dirigeait à Berlin avec son ami Grete Stern l'atelier de réclame Ringel und Pitt et avait suivi des cours particuliers avec Walter Peterhans, le professeur de photographie du Bauhaus. Im selben Jahr, in dem Hitler an die Macht kam, sind wir schon weg. Nous sommes partis l'année même où Hitler a accédé au pouvoir. Tout ce qui n'était pas profondément allemand et racialement pur était mal vu. Ça se voit d'ailleurs très bien quand on sait quels livres étaient brûlés, quelles personnes étaient assassinées et tout le reste. Tout ça m'était insupportable et je dis à Ringel qu'on ne pouvait pas rester dans un pays où on mettait les gens en camp de concentration. Ça, c'est intéressant. Cette photo a eu beaucoup de succès en Allemagne, mais aucun en Amérique. Un jour, j'ai demandé pourquoi à quelqu'un qui m'a répondu « Mais c'est bien normal, en Amérique, personne ne veut voir des mains rougies par le savon. » Aux États-Unis, on dit « Ce produit à vaisselle rend vos mains plus blanches encore. » Et ici, ça se voit. Le tirage est un peu sombre, mais on voit bien que ce sont de bonnes mains allemandes qui travaillent. L'orgueil de la ménagère, mais ce n'est pas celui de la ménagère américaine. Graphiste publicitaire et photographe, Ethel Fodor, qui était juive, est parvenue avec son mari Ernst Mittag, persécuté par les nazis, à se réfugier chez des parents au Cap. La première fois que j'ai essayé d'utiliser la technique de tapisserie, j'ai pensé à Albers. Et j'ai fait ces carrés. C'est pourquoi j'ai appelé ça Tribu à
Je crois que j'ai dû faire ça en 68. À l'époque, je dirigeais l'atelier de tissage dans une institution pour handicapés mentaux. Mentally gehinderte Leute waren. Les Juifs allemands constituaient la première vague des migrants qui sont arrivés ici en 1933. Ils se sont installés rue Ben Yehuda. Aujourd'hui encore, on l'appelle Ben Yehuda Straße parce que c'est comme ça qu'ils donnaient leur adresse. On entendait parler allemand dans la rue. Et c'est ainsi que nous, les colons, avons appris l'expression « Dankeschön, bitteschön ». Car c'étaient tous des universitaires. Et comme il n'y avait pas de travail pour eux, ils se sont mis à travailler dans le bâtiment. Nous, on plaisantait. Et on disait, si vous passez près d'un immeuble en construction, vous entendrez « Dankeschön, bitteschön, Dankeschön, bitteschön ». Parce que chaque fois qu'ils prenaient une pierre pour la donner au voisin, ils disaient « Dankeschön, bitteschön ». Cela a exercé sur nous une influence bien particulière. C'est comme ça que nous avons pris les bonnes manières des Juifs allemands, même si, et j'ai un peu honte de le dire, nous nous moquions d'eux. L'Empire allemand se lança dans de vastes programmes de construction. Le Front allemand du travail, national-socialiste, conçut et réalisa de nombreux projets de cités pour les ouvriers et employés allemands. Les nouvelles sociétés industrielles qui devaient renforcer le Troisième Reich furent mises en chantier par de grands ateliers d'architectes qui employaient aussi des anciens du Bauhaus. Et dans la construction industrielle, les architectes continuaient de mettre en œuvre des éléments de l'architecture nouvelle. Les sociétés de charbonnage Hermann Göring ou les usines aéronautiques Heinkel faisaient grand cas d'éléments de style comme la fonctionnalité et la sobriété. C'est l'atelier de construction Rimpel, où plusieurs anciens du Bauhaus avaient trouvé place, qui a dessiné la ville nouvelle de Salzgitter. Avec ses mines de charbon et ses usines sidérurgiques, elle occupait une position centrale dans l'industrie de l'armement. Bon, Salzgitter n'existait pas encore. C'était magnifique que les gens puissent travailler. Nous avons commencé tout au début avec toutes sortes de grands projets. J'étais chargé de remplacer le directeur du service de conception. C'était vraiment très bien. En très peu de temps, nous avons pu réaliser des projets très importants. En tant qu'architecte, je ne vais tout de même pas vous raconter que ce que nous faisions était destiné à un hôpital. Vous ne pouvez pas me demander une chose pareille. Mais quand je construis quelque chose, je tiens à le faire aussi bien, aussi soigneusement que possible. Un hôpital, c'est très bien. Un appartement, très bien aussi. C'est mon travail. Je ne suis pas du genre à ne faire des choix qu'en fonction de critères politiques. Croyez-moi, Hitler ne m'aurait pas écouté. Il y avait de tout. Des sympathisants, des opposants. D'autres sont partis à l'étranger. D'autres encore ont été poursuivis. Surtout ceux qui auparavant avaient eu des activités communistes, ce qui, dans les dernières années du Bauhaus, a sûrement été le cas de pas mal d'étudiants. Mais il y avait aussi des nazis dans les rangs du Bauhaus. L'un d'eux, notamment, a participé à la construction des baraquements destinés au camp de concentration d'Auschwitz. Le camp même où Otti Berger, l'une des enseignantes de tissage, a été assassinée en tant que juive. Il y avait donc pratiquement de tout au Bauhaus, depuis le résistant jusqu'au SS. Le graphiste Herbert Weyer, professeur au Bauhaus de 1925 à 1928, a réalisé la réclame pour les grandes expositions de propagande d'État à Berlin.
Il a exécuté des affiches et des catalogues, notamment pour l'exposition raciste Merveilles de la vie ou pour l'exposition Allemagne. Walter Gropius et Mies van der Rohe ont participé à la conception de l'exposition Peuple allemand, travail allemand. Gropius, Mies, Breuer et Bayer n'ont quitté l'Allemagne qu'en 1938, à l'occasion de l'exposition sur le Bauhaus de 1919 à 1928 au Musée d'Art moderne de New York. Jusque-là, ils ont pris part au concours pour des projets de construction et des expositions nationaux-socialistes et leurs maquettes étaient décorées de croix gammées. Joseph Albers a émigré aux États-Unis en 1933. Avec sa femme qui était juive, ils ont été appelés à enseigner au Black Mountain College. Moe Linoge a émigré en 1934. En 1937, il a fondé le New Bauhaus à Chicago et a été lui aussi présenté à l'exposition de New York où s'est retrouvé le noyau dur du Bauhaus. Cette exposition a vraiment été très efficace. On ne l'a pas vue seulement à New York. Elle a aussi voyagé sous une forme condensée, de sorte qu'on peut vraiment dire qu'elle a été à l'origine de la percée, de la notoriété du Bauhaus, et peut-être aussi en partie du mythe du Bauhaus. Il y a eu une exposition d'architecture au Musée d'Art moderne de New York, dont les conservateurs, dans les années 30, avaient qualifié cette architecture de style international. En Amérique, nous avions entendu parler de Mies van der Rohe. Nous étions au courant du Bauhaus. Ces gens ne nous étaient donc pas inconnus. La notoriété de Mies et sa position au sein du Bauhaus lui ont valu l'occasion extraordinaire d'assumer la direction d'architecture à l'Illinois Institute of Technology dans les années 30. C'est sans doute l'ascension d'Adolf Hitler qui a radicalement changé l'architecture américaine. Car le national-socialisme et son aversion pour le mouvement du Bauhaus ont provoqué l'exode de bien des architectes allemands vers les États-Unis où ils ont pu s'exprimer librement. Il y a eu une fuite des cerveaux de l'Allemagne vers les États-Unis et nous avons profité de la triste répression allemande. On peut dire que ce que nous avons à Chicago, à New York, Houston, Los Angeles, n'est pas vraiment de l'architecture américaine, mais de l'architecture allemande importée en Amérique. Architectes célèbres et estimés ayant des chaires dans les meilleures universités, Mies et Gropius pouvaient désormais réaliser leurs rêves architecturaux à grande échelle. Partant de leurs anciens projets de cathédrales de verre et de béton, ils ajoutèrent aux gratte-ciel qui existaient déjà dans les grandes villes américaines d'autres tours de verre et d'acier, posant ainsi la pierre fondamentale de la deuxième phase de l'architecture américaine des grands immeubles. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que nous sommes ici. Ça m'a fait un choc parce que je n'avais jamais été entourée de gratte-ciel comme ça, de monstres. J'avais l'impression que la ville allait me dévorer, m'avaler. Je n'ai aucun contact personnel avec qui que ce soit dans l'immeuble. Il n'y a pas de contact. Je connais mes voisins de vue, mais nous ne parlons pas ensemble. Quand je dis bonjour à quelqu'un, on ne me répond pas. Il n'y a pas de contact, pas de relation. Les gens gardent leur distance.
Ludwig Hilbersheimer, qui enseigna l'urbanisme au Bauhaus pendant de longues années, fit rétrospectivement son autocritique en 1963. Globalement, c'est le concept même de la ville de grands immeubles qui était faux dès le départ. Le résultat est plus une nécropole qu'une métropole. Un paysage stérile d'asphalte et de ciment, inhumain sous tout rapport. Je dirais que le mythe du Bauhaus a certainement été une coproduction entre l'Amérique des années 30 et la République fédérale d'Allemagne de l'après-guerre. Ce star system était déjà connu en Amérique, où les réalisations sont et étaient appréciées en fonction des noms que l'on pouvait lancer. C'est-à-dire que si le Bauhaus s'est retrouvé dans ce contexte mythologique, c'est très certainement du fait de cette situation culturelle très particulière, de ce débat sur l'art et la culture aux États-Unis. Ce qui fait que le public américain, à savoir Philip Johnson, a pu, en relation avec Gropius, qui enseignait déjà à Harvard, forger une perception bien particulière de ce Bauhaus et l'interpréter dans le sens, disons, d'un style américain. En République fédérale, c'est en s'identifiant à ces gens du Bauhaus qu'une sorte de purification vis-à-vis du passé pouvait avoir lieu. On pouvait prendre ses distances par rapport à l'Allemagne nazie, notamment en mentionnant sans cesse le fait que cette école a effectivement été fermée par les nationaux-socialistes. Ce faisant, on a tout simplement oublié qui n'a pas émigré. De sorte que, aussi curieux que cela paraisse, si le Bauhaus est en effet bien connu, les véritables corrélations, si l'on peut dire, la complexité des connexions, n'apparaissent réellement que depuis 10 ou 15 ans. En RDA, le Bauhaus a dans un premier temps été mis à l'écart en tant qu'école d'une élite bourgeoise. Les constructions socialistes, comme l'allée Staline à Berlin, à laquelle participèrent également d'anciens membres du Bauhaus, imitaient l'historisme de l'ère stalinienne. Dans les années 60, on s'est mis à élaborer des plans fonctionnels pour des appartements bon marché. Et les constructions socialistes préfabriquées devaient assurer un logement à chaque famille ouvrière. Les ustensiles ménagers nécessaires de conception peu coûteuse étaient fabriqués en série. Et ce n'est que dans les années 70 que l'immeuble du Bauhaus à Dessau a été reconstruit. Au milieu des années 80, un groupe d'historiens de l'art, d'urbanistes et de sociologues s'est penché sur cet héritage, qu'il protège aujourd'hui encore sur les lieux mêmes en tant que fondation Bauhaus, et tente également de mettre au point des projets pour un proche avenir. C'est un bâtiment dans lequel on peut penser de façon radicale. Gropius nous protège aujourd'hui encore. Le côté radical de ce commerce, de la recherche d'autres façons de commercer avec le paysage, la nature, les espaces urbains, c'est quelque chose qui a été mis au point et présenté ici il y a bien 70-80 ans. Aujourd'hui, ce ne sont plus les questions des années 20 qui se posent. À l'époque, les ustensiles ménagers, l'intégration de l'art et du progrès industriel constituaient un véritable défi. On pourrait presque dire que c'est aujourd'hui le contraire. Aujourd'hui, nous devons nous colter avec les conséquences de l'évolution industrielle. Nous devons réfléchir de façon beaucoup plus approfondie aux rapports écologiques et sociaux et élaborer en fonction de cela de nouveaux concepts, de nouvelles qualités esthétiques. Etwas zu finden, was unserer Zeit in der Beziehung entspricht. Und Ansätze dafür sind im Bauhaus gemacht worden. Wie ich ja überhaupt sagen möchte, die Produkte des Bauhauses sind eigentlich nicht das Entscheidende, sondern die Richtung, mit der wir eine Methode vorwärts getrieben haben. Das Bauhaus ist eine Idee der Methode, die ebenso lebendig heute angewendet werden kann wie vor 30 Jahren.
Si le Bauhaus historique rêvait de stimuler l'évolution technique, les nouveaux adhérents du mouvement s'efforcent aujourd'hui d'élaborer des idées ou une méthode qui soit utile à l'homme de l'ère post-industrielle. Ferropolis, la ville de fer, est l'un des projets grâce auxquels l'atelier de la fondation Bauhaus tente de maîtriser les conséquences de l'industrialisation. Les excavatrices hors d'usage doivent se transformer en villes nouvelles. Concerts et représentations théâtrales en marquent le début. Au pied des bulldozers, on peut encore parcourir les gravières désaffectées, transformer ce lieu de labeur en lieu de loisir. Martina Duttmann écrit « La querelle entre manière de voir esthétique et morale, la dispute quant au rapport entre forme et contenu, telles sont les anciennes questions et les anciennes réponses de la théorie artistique. Bien des signes, transmis comme des évidences, se sont consumés. Leurs multiples interprétations ne sont plus intelligibles ni perceptibles. Elles se sont étiolées en une seule acception du mot. Voir ce que l'on voit signifierait aujourd'hui se rendre au monde visible des formes. Sachant qu'il ne faut pas confondre la forme et l'art, ni l'art avec les valeurs transmises, ni les valeurs transmises avec les valeurs définies une fois pour toutes. Au contraire, il convient d'aborder le monde visible sans a priori, de se l'approprier avec délice, de l'utiliser avec pragmatisme, de le maîtriser avec ironie, de rompre la logique et de voir que les diamants ne gisent pas dans le ciel. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, l'histoire a fait son chemin. C'était lié à un contexte politique. Et les contextes humains sont des événements politiques. Et l'homme est resté l'homme pour le meilleur et pour le pire. Nous n'avons hélas rien pu y faire. Mais peut-être est-ce aussi bien comme ça, qui sait? En tout cas, moi, je suis un illusionniste. Un coup de sifflet et je m'escamote. Sifflet pour voir?